Le lendemain, en mi-journée, nous quittions la Costa Brava en longeant la côte méditerranéenne pour gagner le midi de la France. En fin d'après-midi, nous arrivions en Camargue, à Aigues-Mortes plus précisément. Cette cité médiévale est entrée dans l'histoire au XIIIe siècle. C'est en cette ville, des Bouches-du-Rhône, que le roi Louis IX, qui régna sur la France de 1226 à 1270, armait ses navires afin de partir pour les croisades. Cette ville fortifiée et entourée d'une grande muraille dotée de tourelles a bien su conserver son cachet moyenâgeux. Même si nous étions à plus de 200 kilomètres de la frontière espagnole, nous étions encore dans l'ambiance du pays catalan. Paella, tapas et viande de taureau, les enseignes de restaurants ainsi que les menus étaient là pour nous le prouver. Après avoir passé la nuit dans un petit hôtel aux portes de la ville, le 7 juillet, nous allions continuer notre route vers l'est pour gagner l'Italie. Mais pour vraiment découvrir toutes les beautés du midi de la France, nous allions rester sur les petites routes du littoral. Avant de quitter cette Camargue qui avait marqué mon enfance avec la vue du film « D'où viens-tu, Johnny ?», nous allions réellement nous plonger au cœur de la campagne camarguaise. Proche d'un mât où se trouvaient de nombreuses voitures et autocars, nous pûmes apercevoir des cavaliers qui faisaient une démonstration pour les touristes. Nous arrivions au bon endroit, au bon moment. J'avais réellement l'impression d'être remonté dans le temps et d'assister au tournage du film qui avait popularisé Johnny Hallyday. À mon retour de vacances, quelques semaines plus tard, j'allais d'ailleurs utiliser ce vieux disque 45 tours que ma grand-maman m'avait offert en 1966 pour y ajouter la bande sonore sur les images que je filmais. Tout était là, les taureaux, les chevaux blancs et les cavaliers. Ne manquait à ce décor naturel que Johnny et Robert Gauchy. En reprenant la route quelques kilomètres plus loin, de grands étangs côtoyaient la mer. La mer, la route, les étangs. Et tout cela au même niveau ou à 1,50 m près. Je comprenais pourquoi, lorsque le Rhône avait tendance à sortir de son lit, la Camargue en était toute inondée. Et pour permettre une touche d'exotisme à ce décor merveilleux, des flamants roses. À 10 mètres à peine du bord de la route, ces grands échassiers avançaient pas à pas dans l'eau stagnante à la recherche de nourriture. Pour Marie-Laure et moi, cette scène était rêvée pour une dernière prise de vue avant de diriger nos caméras vers la Côte d'Azur. Dans le milieu de l'après-midi, nous traversions la ville de Cannes. Pour Marie-Laure, cette passionnée du 7e art, il était important de s'arrêter afin d'y faire des recherches et qui sait peut-être trouver un musée en relation avec le cinéma. Mais en ce qui me concernait, il n'en était pas question. Nous étions encore loin de l'Italie et devoir chercher un hôtel pour la nuit sur la Côte d'Azur était hors de question et surtout hors de prix. Pour une nuit à Cannes ou à Monte-Carlo, le prix aurait été similaire à ce que nous avions payé pour une semaine à l'hôtel Obi. Mais je dois avouer qu'en voyant l'avenue du bord de mer et sa décoration paysagère, je fus fasciné. En plus des hôtels 4 étoiles qui occupaient l'intégralité de cette avenue, les palmiers, cannas, bougainvilliers, et tout cela sur un beau lit de gazon vert, me laissaient croire que j'étais dans un monde artificiel, trop beau pour être vrai. Si jusqu'à ce jour, Marie-Laure avait été enchantée de son voyage, ce jour-là, elle allait maillir au plus haut point. Je la comprenais, mais elle ne me comprenait pas. Quant à Jeannette, qui refusait d'aller manger dans un restaurant pour limiter nos dépenses, elle m'encourageait également à continuer notre parcours. Il faisait très chaud ce jour-là, et le trafic routier ne semblait pas avancer. À la sortie de Cannes, je proposais, pour nous rafraîchir, de faire une petite halte sur la plage d'Antibes.
À dire vrai, ce fut finalement que Karine et moi qui nous baignâmes. Une nouvelle fois, les vagues étaient très grosses, et Karine éprouvait un énorme plaisir à les affronter. Cette pause fraîcheur terminée, nous reprîmes la route. Moins d'une heure plus tard, nous étions à Monte-Carlo. Très différent de Cannes et de Nice, Monte-Carlo, à la fois capitale et métropole de la principauté, ne possède pas une avenue de bord de mer surplombant la plage. Devant le port, à 5 minutes à peine des magasins, le prince régnier, pour permettre à ses citoyens de se rafraîchir, a fait construire une piscine. Derrière elle, un port où viennent s'amarrer chaque année les plus beaux yachts des pays méditerranéens. Rendu célèbre par son Grand Prix automobile de Formule 1 et par les milliardaires qui possèdent de somptueuses demeures, Monte-Carlo n'est pas un endroit que je conseillerais à des amis qui désirent passer des vacances balnéaires. Et cela, même s'ils étaient riches et célèbres. Située au pied même des Alpes-Maritimes, la ville est déjà dans l'ombre en fin d'après-midi, et cela même en plein été. À dire vrai, cela devait nous faire réagir et décider une fois pour toutes de gagner l'Italie le plus rapidement possible. En quittant la principauté de Monaco, nous prîmes l'autoroute du Fréjus avec ses 33 tunnels. Grâce à cette voie express, nous arrivâmes rapidement à la frontière italienne. Il était temps de trouver un endroit pour dormir car la nuit arrivait et il était 21 heures. À la deuxième sortie de l'autoroute, nous redescendîmes la montagne pour retrouver la route de la côte. C'est à Bordighera que nous trouvâmes une chambre d'hôtel. À mi-chemin entre la frontière franco-italienne et la ville de San Remo, la ville de Bordighera semble être un paradis pour la végétation. Après avoir échangé certains propos avec la gérante de l'hôtel où nous étions, cette dernière me disait justement que cette région d'Italie portait le nom de la Costa del Flores. Et j'avoue que ce nom lui allait à merveille, la côte des fleurs. Avant de reprendre la route, le 8 juillet au matin, nous prîmes le temps de nous balader à travers les rues de la ville. Certaines avenues étaient bordées d'orangers. Tous les 10 mètres, un oranger avec ses fruits. Et cela sur toute la longueur de l'avenue. On avait réellement l'impression d'être au jardin d'Éden. Devant un hôtel, je crus perdre mon latin en découvrant un Magnolia grandiflora dont les branches avaient des diamètres de plus de 60 cm. Du jamais vu. Je ressentais de la fierté et de la joie d'avoir pu faire découvrir ces richesses naturelles à mes 3 compagnes de voyage. Elles m'avaient fait confiance et avaient investi toutes leurs économies. Les décevoir m'aurait beaucoup peiné, mais, grâce à Dieu, il n'en était rien, et leur reconnaissance m'incitait jour après jour à toujours en vouloir en faire plus pour elles. Le chapitre méditerranéen allait prendre fin, puisque nous nous apprêtions à nous diriger vers le nord de l'Italie. Mais avant de quitter ces rives enchanteresses, Karine et Marie-Laure allaient une dernière fois se baigner sur la plage de Savona. Par la suite, en prenant l'autoroute au départ de Savona, nous allions avoir l'impression qu'on allait ainsi monter jusqu'au sommet de la chaîne des Alpes. Pour ma part, je n'avais jamais eu l'impression d'habiter si haut en rapport avec le niveau de la mer. En partant de Suisse pour nous diriger vers l'Espagne, mis à part quelques côtes et quelques descentes, nous avions toujours l'impression de rouler dans une plaine immense. Et pourtant, nous étions descendus de 400 mètres depuis Yverdon-les-Bains. Mais au départ de Savona, sans doute à cause des Alpes-Maritimes, la dénivellation fut impressionnante. Dans le milieu de l'après-midi, nous étions arrivés au lac d'Orta. Pour que ces dames puissent avoir une idée générale de la région où nous nous trouvions, je les emmenai sans perdre une minute à la Madonna del Sasso. De ce point panoramique, elles purent ainsi voir le lac d'Orta dans sa presque totalité. Les adjectifs qu'elles utilisèrent pour commenter ce qu'elles voyaient en disaient long. Pour elles, ce paysage ne semblait pas être réel,
Marie-Laure, cet après-midi-là, utilisa presque un film entier pour filmer ce qu'elle voyait depuis le haut de la falaise et devant l'église de la Madonna del Sasso. Une chanson sous un ciel de vacances, c'est ainsi que notre histoire commence. Une guitare dans la nuit, le grand amour a suivi, c'était la première fois, rappelle-toi. Après cela, nous dûmes redescendre la route très étroite et extrêmement sinueuse pour nous retrouver à nouveau sur la route du bord du lac. Comme je savais que l'hôtel Horta ainsi que presque tous les hôtels du village étaient fort dispendieux, je cherchais plutôt un établissement plus économique du côté de San Mauricio do Paglio. Et ce fut à la sortie de la ville que nous découvrîmes l'hôtel Le Béthule. Établissement à 2 étoiles, cet hôtel surplombait la route principale et la vue de sa terrasse s'étendait jusqu'à la montagne sacrée du village d'Horta. Et sur la rive opposée, jusqu'à la Madonna del Sasso. Situé en lisière d'une forêt, l'hôtel Le Béthule, signifiant en latin « le bouleau », bénéficiait d'une tranquillité idéale pour les personnes qui désiraient se reposer et oublier leur stress. Après avoir pris possession de nos chambres,
nous avertîmes la propriétaire, Madame Ferrari, que nous serions absents pour la soirée, puisque nous voulions nous rendre à Horta. En effet, la vue de l'île d'Horta, à la tombée de la nuit, avec les lumières se reflétant sur les eaux calmes du lac, valait réellement le coup d'œil. De plus, j'étais enthousiaste à l'idée d'aller souper à l'hôtel Horta et ainsi revoir Madame et Monsieur Bianchi Olgina, les propriétaires. Ces personnes qui, avec les années, étaient presque devenues des amis pour moi. J'estimais ainsi que si j'avais économisé plusieurs milliers de livres avec l'hôtel Le Béthule, je pouvais au moins me permettre d'offrir un souper à mes co-voyageuses dans le meilleur restaurant d'Horta San Giulio. 14 ans avaient passé depuis ma dernière rencontre avec les propriétaires, et le poids des années ne les avait pas épargnés, eux non plus. Si monsieur restait assis derrière son bureau de réception, madame, toujours prête à répondre à la moindre demande de sa clientèle, allait ici et là, à l'intérieur du restaurant, la démarche courte et boitillante. Et pendant ce temps, le personnel, toujours habillé aux 4 épingles, se déplaçait allègrement de table en table pour présenter les plats aux clients. Et pendant que nous mangions de succulents plats composés de poissons du lac, le soleil se couchait derrière les cimes des montagnes, se reflétant sur les eaux du lac. Le repas terminé, comme je me dirigeais vers le bar pour aller payer notre repas, Madame Olgina, en reconnaissance de ma fidèle clientèle depuis 27 ans, demanda à son fils, qui s'occupait de la caisse, de nous faire bénéficier d'une remise de 20% sur le prix de nos repas. Si l'hôtel Horta avait bien gagné ses 4 étoiles, Madame Olgina, elle, en aurait mérité encore une 5e pour son entre-gens et sa chaleur humaine. Sur la route du retour vers San Mauricio do Paglio, nos 2 filles émirent le vœu de vouloir se rafraîchir quelque part dans les eaux du lac. En effet, même si nous nous trouvions en ce moment-là dans le nord de l'Italie, la chaleur intense que l'on ressentait l'était tout autant que le jour précédent sur la côte d'Azur. Pour cette raison, je trouvai une petite plage sur la route du lac et Karine et Marie-Laure purent ainsi se rafraîchir avant notre retour à l'hôtel. Karine et Marie-Laure s'entendaient à merveille, malgré leur différence d'âge, et cela faisait également le bonheur de Jeannette et moi. Arrivées dans leur chambre, elles regardèrent la télévision, puis Marie-Laure, à l'aide de sa caméra, tenta de résumer leur journée avec humour et bonne humeur.